Et si je quittais tout pour aller élever des rennes en Laponie ? De plus en plus de monde se pose ce genre de questions face à nos rythmes de vie effrénés, donc pour en connaître les bénéfices, j'ai voulu tenter l'expérience. Le mois dernier, j'ai passé 12 jours en Laponie, au milieu de la toundra arctique pour déconnecter et complètement changer ma routine. Assis bien au chaud face à un écran 12 heures par jour, je me suis retrouvé dans la neige, au milieu des rennes et des huskies, à contempler tous les soirs le coucher de soleil et bien sûr les aurores boréales. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon quotidien dans un sanctuaire pour rennes en Laponie, mais juste avant, il faut que je vous explique comment je me suis retrouvé là-bas. L'autre jour, j'étais tranquillement en train de bosser quand j'ai reçu un message de Lucie, une amie d'école qui voyage un peu partout depuis la fin de nos études et qui me proposait de la rejoindre en Laponie norvégienne pour une expérience hors du commun. L'idée était de passer 2 semaines dans un sanctuaire pour rennes situé dans le cercle polaire arctique à la frontière avec la Finlande et la Russie. Bref, c'était une proposition impossible à refuser. Après avoir réorganisé mon planning des 2 semaines suivantes, j'ai pris mes billets d'avion et 4 jours plus tard, j'embarquais pour Kirkenes, une petite ville de 3000 habitants située à quelques kilomètres de la Russie. En arrivant, le périple n'était pas fini puisque j'ai ensuite fait 1h30 de bus en direction de ma destination finale, Varangerbotn. Là-bas, j'ai retrouvé Lucie et j'ai découvert notre logement perdu au milieu de la toundra arctique. Bon, il faut quand même que je vous explique pourquoi on est ici. Ouah, je m'enfonce en plein milieu de la Laponie. En gros, notre mission, c'est d'aider Ragné, qui est la personne qui nous loge et qui possède les rennes et les huskies. Donc typiquement, le matin, on part nourrir les huskies, on nettoie aussi leur enclos. Ensuite, on va nourrir les rennes et on doit les sociabiliser. En gros, il faut qu'ils s'habituent à nous pour qu'ils puissent ensuite être attelés à un traîneau. Et je peux vous dire que cette partie, c'est pas évident. Je vais vous montrer ça. Bon, déjà, je vais vous présenter tous les rennes. Ici, on a mon préféré, c'est Giron. Là, on a Kasna. Ici, on a Orbin avec ses grands bois. Là, on a le chef Hans qui fait peur à tous les autres. Là on a Nasté, là on a Noaidi et là on a Ritni qui est toute blanche. Et là-bas on a les 5 bébés. Du coup au total il y a 7 adultes et 5 bébés qui ont été récupérés parce qu'ils étaient trop faibles pour survivre à l'hiver. Donc du coup ils passent l'hiver ici avec de la bonne nourriture à disposition. Bon, en dehors des quelques rennes qui sont ici, Ragné et sa famille ont des milliers de rennes en liberté et c'est quelque chose qui n'est possible que parce qu'ils sont Samis. Les Samis sont un peuple originaire de Laponie. Depuis des millénaires, ils élèvent des rennes dans la région et aujourd'hui, il est interdit de posséder des rennes si on n'est pas né dans une famille Sami. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va entraîner les adultes pour qu'ils aient confiance en nous, parce que c'est des rennes sauvages. Et pour gagner la confiance d'un renne sauvage, il faut bâtir une stratégie solide, mais ça, je le savais pas au début. Pour moi, il suffisait de les attraper par leurs cordes et de les balader, et je peux vous dire que mes moufles s'en souviennent. Je vais essayer d'attraper la corde. Mais normalement, ça devrait le faire. Wow. Ok, pas facile. Du coup, avec Lucie, on est passé au plan B, utiliser leur point faible, la nourriture. Honnêtement, il a fallu pas mal de patience, mais après quelques jours, ils avaient plus peur de nous et on pouvait les caresser tranquilles sans qu'ils partent, ce qui signifiait qu'on allait pouvoir passer à la phase 2 du plan, attraper la corde et les promener. Faire une tentative d'approche. Yes, réussi. Là encore, mission réussie, on commençait à devenir des experts en rennes, plus rien ne pouvait nous arrêter, donc la phase 3 qui consistait à mettre une couverture sur le dos du renne a aussi été validée, et après 10 jours intenses, on a même pu mettre un harnais à giron. Bref, je peux ajouter une nouvelle ligne à mon CV. Miam. Au fil des jours, on a vite trouvé notre petite routine. La journée commençait à 8h30, on préparait la nourriture des rennes, puis on allait voir les 4 huskies qu'on devait nourrir. Vers 9h, on prenait le long chemin qui mène à l'enclos des rennes pour aller nourrir les bébés. On passait un peu de temps avec eux pour qu'ils s'habituent à nous, puis on allait entraîner les adultes comme j'ai pu vous le montrer, avant de les nourrir avec un traîneau rempli de foin. D'ailleurs, ce foin, c'était à nous de le préparer en le récupérant sur une botte de foin, et ça aussi, je peux vous dire que ça me sortait de mon quotidien. Vers 13h, on reprenait le long chemin bien verglacé qui mène à la maison pour aller manger, puis vers 15h, on allait promener Misko, un magnifique berger australien hyperactif. C'était vraiment pendant ces balades qu'on pouvait découvrir les alentours et on se sentait vraiment seul au monde.
Il est 17h et c'est l'heure d'aller nourrir les bébés et les rennes adultes. Exactement comme ce matin. À chaque fois, le but était d'éparpiller les granulés et le foin tout autour de l'enclos pour que les rennes cherchent un peu leur nourriture, ce qui faisait que chaque jour, on marchait entre 10 et 15 km dans la neige. Je suis en train de voir un de mes plus beaux couchers de soleil, les couleurs sont incroyables. Hop, il y a la lune qui est juste là, entourée par les rennes. Énorme. À la fin de ma première semaine en Laponie, j'avais déjà pu faire des choses qui sortent complètement de l'ordinaire. Nourrir les huskies, les rennes, essayer de les apprivoiser. On est même parti explorer les alentours d'un fjord pendant le coucher de soleil. Mais il me restait une chose à voir, les aurores boréales. On a tous déjà vu des photos incroyables d'aurores boréales ultra colorées qui envahissent tout le ciel, donc pour moi il suffisait de se rendre dans une région polaire, d'attendre d'avoir un ciel dégagé et d'admirer toute la soirée le spectacle. Mais en fait, c'est pas si simple. Les aurores boréales sont un phénomène engendré par les particules émises par le soleil et qui entrent en contact avec l'atmosphère au niveau des pôles, ce qui libère de l'énergie et crée de la lumière. Chaque jour, les conditions changent, le soleil émet plus ou moins de particules, le ciel est plus ou moins clair, donc on n'est jamais sûr de pouvoir en voir. Bref, après une semaine en Laponie, les conditions étaient jamais vraiment réunies. J'ai pu en voir de très légères, mais honnêtement, à l'œil nu, ça ressemblait plutôt à des nuages gris légèrement lumineux, et je commençais à accepter qu'il était possible que je rentre en France sans avoir vu d'aurore boréale digne de ce nom, mais le 8e jour, l'espoir est revenu. Il a fait beau toute la journée, le ciel est ultra dégagé, et même si l'indice capé est pas super élevé, normalement on devrait en voir, donc je croise les doigts dans ma moufle. Après avoir nourri les rennes devant un magnifique coucher de soleil, on est rentré en attendant que la nuit tombe, et vers 22h30... Lucie est en train de me dire qu'il y a les aurores qui sont dans le ciel, il faut que je me dépêche. Là je peux vous dire que dehors il fait ultra froid. Bon, à peine sorti que regardez ce qu'il y a derrière moi. Oh, waouh! Waouh! Ok, là c'est stylé. Cette fois-ci c'était bon, grâce à ces aurores, je pouvais cocher la dernière case de la bucket list de Laponie. En 10 jours, j'ai complètement bouleversé ma routine quotidienne. Je suis passé d'une position assise devant un écran toute la journée, à marcher 10 km par jour dans le froid et la neige, à devoir couper du bois pour me chauffer, à nourrir des rennes et des huskies, à réparer des clôtures et bien sûr à admirer des aurores boréales dans un ciel sans aucune pollution lumineuse. Waouh, trop stylé. Le résultat de cette expérience est 100% positif, que ce soit physiquement ou mentalement, et j'ai pu identifier 3 bienfaits principaux. Regardez-le. Hein? C'est bien, hein? Le premier, c'est que ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas fait du travail manuel comme ça, et ça fait vraiment du bien de faire quelque chose qui est visible, qu'on peut toucher et qui est pas juste numérique sur un écran. Le deuxième bienfait que j'ai pu observer, c'est l'acceptation du temps qui passe et qu'on peut pas être partout à la fois. Quand on est derrière son ordinateur, on est souvent tenté de vouloir faire plein de choses en même temps puisque tout est à portée de clic et ça devient vite épuisant mentalement. En Laponie, dès le premier jour, j'étais super frustré par toute la marche qu'on devait faire pour passer de la maison à l'enclos des huskies puis à celui des rennes. Je m'apercevais à quel point la marche est un mode de déplacement lent et j'avais l'impression de perdre un temps fou, mais au fil des jours, j'ai commencé à justement profiter de tous ces moments de marche en observant mon environnement plutôt que mes pieds, et je peux vous dire que ça libère l'esprit. Et regardez le coucher de soleil, magnifique. Le dernier bienfait principal que j'ai pu noter, c'est que j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie et je me réveillais tout le temps naturellement avant mon réveil. Je pense que c'est dû au travail physique de la journée et à l'énorme diminution de mon temps d'écran. Pour conclure cette vidéo, je vous conseille vraiment d'essayer, même si des vacances à la plage donnent très envie, parfois une bonne semaine loin de la civilisation peut changer votre vision des choses et recharger vos batteries au maximum. Alors j'ai une question, quand est-ce que vous partez ?